Pour tous les parents qui vivent l'enfer le matin avec les bas ou les boxers ou les pantalons et que c'est l'enfer, cet épisode-là est pour vous. Oui, parce qu'on a reçu Myriam, qui est ergothérapeute, qui est aussi prof à l'université à l'UQTR pour les ergothérapeutes. Donc, elle forme une denrée rare. Donc, elle est venue nous parler de ça, de c'est quoi l'ergothérapie. On a parlé des sensibilités sensorielles aussi. Et pour les profs, les parents, il y a une partie vraiment importante dans le podcast aussi où est-ce qu'on a parlé des écoles neuro-inclusives, donc la collaboration avec les écoles, puis qu'est-ce qui peut être mis en place dans le quotidien des écoles en lien avec toutes les sensibilités sensorielles, mais comment on peut adapter l'environnement aussi pour ces enfants-là. Donc, un épisode vraiment super intéressant. Bon épisode! Aujourd'hui, au podcast Sous les rayures, on reçoit Myriam Chrétien-Vincent. Alors, Myriam, je vais te laisser te présenter, mais moi, je suis très contente là, de te recevoir sur notre podcast parce que tu formes une denrée rare. Bien, quand même, là, je pense que je viens quand même en toute humilité partager ma petite expérience. Là. Je suis professeure en ergothérapie à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Je suis aussi chercheuse en émergence au Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, donc le CIRIS. Voilà pourquoi on a essayé de présenter elle-même. Hein? C'était beaucoup plus simple comme ça. Oui, donc fait que dans mon rôle, j'ai vraiment deux chapeaux. Là. J'enseigne aux futurs ergothérapeutes, mais aussi là, je fais des projets de recherche, là, dont un projet d'école neuro-inclusive, là, donc, dont on pourra parler un peu plus tard. Oui, puis c'est justement sur ces deux sujets-là qu'on trouvait important de t'avoir parce que en psychoéducation, moi, je travaille, j'essaye de travailler avec des ergots, mais comme il y en a peu, mais je trouve que c'est tellement complémentaire parce que en douance, on voit souvent beaucoup d'hypersensibilité sensorielle et tout ça. Donc, douance, mais aussi, tu sais, TDAH, TSA et tout ça. Donc, je trouvais ça important qu'on puisse discuter de ça. Et le projet aussi de recherche sur l'école neuro-inclusive, je pense que c'est un projet vraiment intéressant, puis il pourrait aider des parents et des enseignants à voir c'est quoi les conditions gagnantes pour bien accompagner ces élèves-là. Ouais, puis je pense que ça va vraiment venir mettre en lumière aussi parce qu'on parle beaucoup d'inclusion, mais je pense qu'il y a beaucoup de difficultés dans les milieux scolaires face à cette approche-là. Fait que j'ai hâte, moi, de t'entendre par rapport à ça. Ah, plein de beaux sujets à discuter. Je pense que psychoéducateurs et ergo, on est des super bonnes équipes, là, puis on gagne à travailler ensemble. Là. Oui. Donc, j'aurais le goût de commencer par te demander, un ergothérapeute, qu'est-ce que ça fait concrètement? Oui, ben c'est toujours la grosse question parce qu'en ergothérapie, on touche à plein de choses, mais en fait, ce qui est vraiment notre focus principal, là, ce qu'on veut vraiment, c'est que la personne elle soit capable de participer à ses activités dans la vie quotidienne. Okay. Donc, des fois, on associe un peu ergothérapie motricité fine, ergothérapie sensorielle, mais en fait, ce qu'on veut voir vraiment, c'est quoi les défis de la personne, c'est quoi ses forces, comment on peut les utiliser pour qu'elle soit capable de fonctionner dans ces différentes activités. Fait que souvent, ça va être plus l'impact de ces difficultés-là qu'on va aller voir pour voir quels ajustements on pourrait faire au niveau de l'activité, au niveau de l'environnement. Fait qu'on va vraiment aller travailler pour essayer de trouver vraiment le meilleur équilibre entre les caractéristiques de la personne, les caractéristiques de l'environnement et les caractéristiques de l'activité. Fait que c'est vraiment notre œil, notre lunette ergo, puis je pense que c'est pour ça qu'on travaille bien ensemble. Bien oui, puis je pense que, tu sais, comme tu l'as nommé, il y a plusieurs champs d'expertise en ergothérapie, ce qui fait que l'image qu'une personne peut avoir, et même dans l'expertise que les ergos eux-mêmes vont développer, c'est tellement différent et tellement... Pour avoir travaillé avec une ergo dans un milieu scolaire, en adaptation scolaire, j'ai trouvé que, OK, ça amène une lunette tellement différente au comportement. Donc, je pense que c'est très... c'est une profession, oui, c'est ça, qui est quand même importante et il y en a pratiquement pas dans les écoles. Oui, dans les écoles, c'est vraiment en développement. Ça commence, parce qu'il y en a de plus en plus, puis je pense que c'est important de le souligner, là, bien que des fois,
Bon, il y a des contextes politiques qu'on ne contrôle pas, mais c'est ça. Mais je pense que c'est quand même en évolution. Puis le travail, justement, interdisciplinaire est de plus en plus reconnu aussi dans les écoles, comment ça peut être riche, puis ça peut soutenir les enfants qui ont des besoins de soutien particuliers. Mais oui, juste, tu sais, un exemple, là, dans un de mes dossiers, tu sais, on a fait appel à une ergo, puis l'ergo, elle a dit, bien, avant de commencer à penser à une routine sensorielle, à une médication, elle a vu une photo de comment l'enfant était placé en classe, puis elle a dit, bien, le matériel ne convient pas. Donc, lui, il est toujours en train de gigoter, essayer de trouver une position, alors qu'il tombe en surcharge, devient fatigué. Fait que ça part de là, la base, tu sais. Donc, c'est quand même assez important, l'impact qu'on peut avoir, tu sais. Oui, c'est ça. C'est pour ça que je dis vraiment l'environnement aussi qui est quand même dans l'œil de l'ergo pour dire est-ce que l'environnement répond aux besoins. Puis tant l'environnement physique que social aussi, là. Effectivement. Et là, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet, les hypersensibilités sensorielles. Allons-en! Et les hyposensorialités aussi, parce que c'est le pendant et ça peut apporter des comportements de recherche, par exemple, de recherche de mouvement, là. Donc, qu'est-ce qui explique ça, les hypersensibilités, hyposensibilités? Bien, tu sais, je pense que je vais parler de sensibilité sensorielle parce que, bon, on n'aime pas trop mettre des étiquettes, dans le fond, là, sur, bon, cet enfant-là, il est hypo-réactif, il est hyper-réactif, parce qu'en fait, ben, des sensibilités sensorielles, on en a tous. On a toutes des références. Puis les sensibilités sensorielles aussi, c'est important de savoir, c'est que ça va bouger dans la journée, hein. Fait que, des fois, il y avait une maman qui était venue me voir à un moment donné puis qui avait dit « Ah, moi, là, l'ergo, elle a dit que mon enfant, il était hypo-réactif. » Là, je l'ai comme questionné un petit peu plus sur c'était quoi les comportements de son enfant. J'ai dit, j'ai de la misère à croire qu'il est tout le temps, que c'est tout le temps pareil du début à la fin de la journée. Fait que, tu sais, de questionner un petit peu plus, de voir comment ça évolue tout ça dans la journée parce que l'enfant, oui, il va pouvoir être dans certains contextes vraiment plus en hyper-réactivité parce que, justement, il peut avoir une surcharge, il est allé à la récréation, il y avait plein de bruit, il y avait plein de mouvements, il était peut-être dans un contexte nouveau aussi où il y avait une autre activité. Fait que là, OK, c'est comme si là, la surcharge, elle arrive. Mais dans d'autres contextes, par exemple, il va être beaucoup plus passif, il va être plus dans un état d'éveil qu'on va dire plutôt bas. Donc, c'est vraiment important de bien analyser, en fait, là, justement, ces sensibilités sensorielles-là, ils arrivent dans quel contexte puis dans quelle activité pour vraiment être capable de bien répondre aux besoins de l'enfant. Fait que, tu sais, je pense que c'est ça qui est vraiment important de comprendre d'abord, c'est d'éviter de dire, OK, ben cet enfant-là, il est hyper réactif, il a des besoins sensoriels au niveau tactile, par exemple, en tout temps. C'est pas comme ça. Il faut vraiment se dire, OK, ben dans cette activité-là, qu'est-ce qui se présente puis pourquoi ça se passe pas bien, là. Puis probablement que dans certains contextes aussi, s'il n'est pas en surcharge, il va être capable de les gérer. Exact. Tu sais, ces hypersensibilités-là. Tandis que là, si à un moment donné, c'est trop, ben c'est là qu'on va voir apparaître des comportements, probablement. Mais on fait quoi quand on atteint ça comme parent? Parce qu'on s'entend que comme parent, c'est ultra envahissant. Puis tu essaies de rester calme puis d'être zen, mais à un moment donné, comme dans les routines, dans tout ça, il y a un temps, ça l'avance, puis ça fait partie de la vie aussi. Qu'est-ce que tu fais comme parent quand t'es face à ça? Quand il veut pas mettre ses bas, quand... Genre! Tu sais, Moi, ça, c'est des crises à tous les matins. Il ne veut pas mettre de bas. Ouais. Je fais quoi? Des boxeurs? J'oublie ça, là. C'est fini. Mets-en pas, là. J'ai abandonné le projet, là. Ben, puis des fois, c'est peut-être aussi quelque chose qu'il faut qu'on se questionne à dire, OK, ben peut-être que le matin, quand on est pressé, justement, que là, ça va vite, ben peut-être que là, les bas puis les boxeurs, là, sont comme encore plus difficiles à mettre. Fait que, tu sais, il y a aussi tout ça qui est à comprendre du contexte dans lequel on est. Fait que, tu sais, souvent, on va aller essayer, quand, justement, l'enfant, il y a des difficultés au niveau de l'habillage ou tout ça, d'aller l'essayer dans un contexte, justement, où il va être plus sécure, qu'il va avoir plus de temps. Est-ce qu'on peut lui faire mettre une petite durée de temps, puis après, il sait qu'il va les enlever. Fait que, tu sais, des fois, il y a toute cette anticipation-là de dire, OK, ben je mets mes bas puis mes boxeurs que j'ai de la misère à tolérer, puis le seul moment que je vais pouvoir les enlever, ben c'est quand je vais revenir ce soir à la maison. Fait que, tu sais, il y a tout ça aussi que l'enfant peut avoir comme un peu panique d'être un peu pris dans tout ça.
Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il faut essayer d'amener l'enfant à identifier, justement, c'est quoi qui est difficile, c'est quoi qui est plus tolérable pour lui, d'aller magasiner avec lui, d'aller choisir les Né fait 16, père de bas, là. Ouais. Puis l'expérience magasinage, moi, les miens sont plus vieux. J'ai expérimenté il n'y a pas long et c'est désagréable. Parce que, oh non, ça prend absolument le même pantalon du même modèle que l'année passée. Puis là, quand il l'essaye, là, il y a une petite différence. Là, le logo, il n'est pas à la même place. Fait que là, ça ne marche pas. Puis là, ah ben non, mais là, il est plus long. Ouais, c'est ça le but, qu'il soit plus long. Hein? L'autre te fait plus, t'as grandi. Fait que c'est pas plus une expérience agréable. Là. Oui, effectivement, j'avais des parents qui achetaient comme des 10 fois le même exemplaire, mais c'est ça, à un moment donné, l'enfant grandit quand même. Ouais. Fait que, tu sais, souvent, c'est d'amener le changement, justement, dans des contextes qui sont plus faciles, justement, à la fin de semaine. OK, bon, ben, c'est le nouveau pantalon, on va le porter un petit peu pour essayer la télé, pour écouter la télé. On est dans un contexte qui est comme vraiment... relax. Après ça, OK, on remet le même pantalon, mais on va au parc. Fait que, tu sais, d'essayer de l'amener dans un autre contexte pour que, quand on arrive à notre contexte du matin où on est pressé puis qu'il n'y a pas de temps, ben là, c'est un petit peu plus facile. Mais c'est clair que c'est des situations où c'est pas évident de comprendre que c'est quoi la difficulté, c'est quoi, on est comme parent, on n'est pas dans le corps de l'enfant, on ressent pas ce que lui ressent. Fait que pour lui, ça peut être très désagréable. Tu sais, des fois, c'est juste la manière aussi que le vêtement va être placé, si le vêtement se déplace versus s'il se déplace pas. Fait que, tu sais, des fois, c'est important. Puis quand l'enfant a la capacité de le verbaliser puis vraiment de l'observer, c'est quoi qui dérange, ben, tu sais, c'est sûr que de l'amener à nous le dire un peu, là, c'est quoi? Est-ce que c'est quand tu vas mettre ton soulier à l'école que là, tu vas sentir que ton bas est pas confortable, puis là, tu anticipes ce moment-là, fait que tu veux pas mettre ton bas. Fait qu'il y a tellement de choses à considérer dans tout ça, mais c'est clair que de donner des choix à l'enfant, d'aller, hein, c'est le fun. On a quand même un modèle de magasinage qu'on peut commander des choses, en renvoyer. On y fait essayer certains morceaux. Ouais. Puis, tu sais, c'est important aussi, des fois, j'avais une famille avec qui on avait travaillé, qu'on avait dit, eh ben, tu sais, il fait l'effort là, de s'habiller le matin, c'est difficile pour lui de tolérer ce vêtement. Ben, est-ce que quand il peut arriver de l'école tout de suite, là, on lui permet d'aller prendre le bain puis de se mettre en pyjama, puis, tu sais, de... Comme moi, la fin de semaine, c'est pyjama toute la fin de semaine. Là. Ben oui. Oui, c'est ça. Qu'ils puissent déjà anticiper que, OK, ben là, cette contrainte-là d'avoir ces bas-là, là, parce que c'est sûr que c'est bien le fun les sandales, mais à un moment donné, hein, on a un hiver. En fin de semaine, là, on va essayer les tucs, les mitaines, les cache-cous, on va se préparer, là, parce que je vois le changement de température arriver, là. Les changements de température, c'est les pires, là. Puis pour les enfants qui aient des besoins de soutien particulier ou non, je pense que, juste pour les enfants, d'apprendre ça. Puis d'apprendre à gérer la température aussi. Ouais. Puis, ça, il faut le considérer. Des fois que les enfants, OK, ben oui, le matin, ils vont partir avec la tuque. Mais là, à un moment donné, plus tard dans la journée, ils vont avoir chaud. Fait qu'ils vont associer cette sensation-là désagréable d'avoir leur tuque. Fait que le lendemain matin, quand on va vouloir leur mettre leur tuque, ils vont se rappeler que la veille, la tuque, elle a dérangé. Fait qu'il y a ça aussi qui est important de respecter. Puis, tu sais, des fois, dans les services de garde éducatifs, dans les écoles, des fois, d'être capable de dire, OK, la tuque, le matin, peut-être qu'elle est pertinente, mais peut-être que, tu sais, sur l'heure du midi, quand il y a du gros soleil, ben, tu sais, si on oblige l'enfant à mettre la tuque, ça se peut qu'après ça, ben, il ait moins envie de collaborer la prochaine fois. Fait que, tu sais, il faut tout le temps garder un petit peu cet œil-là sur... qu'est-ce que ça peut amener comme souvenir aussi, comme inconfort que l'enfant va garder dans sa tête. Fait que... Non, je réfléchis à ça. Quand est-ce que je l'ai traumatisé? Mais non, pas nécessairement traumatisé, mais c'est clair qu'il y a une... tu sais, nos sens se développent aussi à l'enfance. Puis, tu sais, on dit, là, les enfants, là, à l'âge de la maternelle, là, à peu près 50% des enfants vont avoir des sensibilités sensorielles qui vont avoir un certain impact dans leur quotidien. Ouais. Donc, fait que c'est quand même une très, très grande proportion des enfants. Fait qu'il faut vraiment être juste à l'écoute de l'enfant puis de se dire que c'est quelque chose qui souvent va s'estomper avec le temps, mais il faut être capable de s'ajuster avec tout ce que ça demande comme investissement, comme parent, puis aussi de juste comme
comprendre que l'enfant, tu sais, des fois, on a tendance à minimiser. Ben non, voyons, là, moi aussi, j'en ai des C'est un bas. Puis, tu sais, caprice. ben oui, c'est c'est ça, c'est un caprice. Mais faut vraiment être capable de comprendre que l'enfant, il est vraiment inconfortable. Puis, il faut essayer de légitimer ce qu'il ressent pour mieux l'accompagner. Il va se sentir plus écouté aussi. Fait que, tu sais, juste en ayant une petite stratégie comme ça, de dire, OK, là, je sais, là, c'est l'automne, on n'a pas le choix, faut mettre les bas. Mais quand on arrive ce soir, là, on s'en va dans le bain. C'est quand on arrive à la garderie, on les enlève. Non, mais c'est pour vrai, c'est épouvantable. Là. C'est des crises existentielles, là, à frapper dans les murs, là, puis il est complètement désorganisé, là, complètement désorganisé. Le nombre de matins que je l'amène en poche de patates, pas de souliers. Puis, on a des matins, nous autres, relax à la maison. C'est pas des... Ils vont pas au service de garde. Ils commencent l'école à 8h20. Fait que, tu sais, ils ont le temps d'aller jouer dehors, d'être tranquilles, de comme... Tu sais, on travaille... On est travailleur autonome, donc on s'adapte à leur horaire. Tu sais, on est chanceux pour ça. Mais on vit ces crises-là pareil. Puis le nombre de fois que mon chum, on se regarde puis on se dit, OK, mais ceux-là, c'est seté au quart de tour, là. Ouais. Puis que là, il faut aller réveiller les enfants parce que c'est déjeuner, puis let's go, puis ça roule, puis... Ben, puis réveiller, ça, c'est une autre affaire. Il y en a quand se levant, ça marche pas. Là, le système n'est pas démarré. Mais non. Ouais. Mais non, mon gars, il faut qu'il y ait une... Oh, la zénitude le matin, là, hein? Brusque-moi pas, maman, là, parce que ça le fera pas, là. Ouais. Puis t'as l'autre speedy à côté qui, lui, il est comme dans le tapis, puis let's go. Tu sais, c'est de s'adapter à chacun des enfants qui sont complètement différents, puis qui n'ont pas les mêmes hypersensibilités non plus. Non. Tu sais, Puis là, quand il arrive nu-pied à la garderie, est-ce qu'il va passer sa journée nu-pied ou finalement il réussit? Il va finir par mettre par vouloir. ses souliers. Okay. Je pense que le détachement aussi, maman, est... Tout ce qui est affectif. Oui, hein, et clairement, il y a un petit rôle à jouer là-dedans, je pense aussi. Là. C'est clair. Donc, mais c'est tellement pour ça qu'on est tellement complémentaires pour tout ça, parce qu'il y a tellement de composantes aussi, de prévisibilité aussi au niveau des comportements, de clarifier les attentes, puis tout ça, de donner un peu de contrôle à l'enfant. Fait que, tu sais, il y a la lunette, oui, comprendre la sensation de l'enfant, puis qu'est-ce qu'on peut ajuster dans l'environnement puis dans l'activité, mais aussi tu sais, c'est quoi comment qu'on peut outiller l'enfant à dire, OK, ben tu sais, je nomme mon inconfort, je sais qu'est-ce qui est prévu, puis tout l'aspect affectif qui va... Parce que c'est clair que, ben même nous, comme adultes, on est stressés. Ça se peut que la radio qui nous dérange pas d'habitude, elle nous tape ses nerfs parce qu'on est stressé. Fait que ça reste que nous aussi, notre système nerveux va être influencé justement par ce qu'on vit émotionnellement. Fait que nos enfants, c'est la même chose. Fait que, tu sais, souvent, c'est de se ramener à ça. OK, bon, ben là, OK, là, il veut pas mettre ses bas, mais bon, il finit par les mettre. Bon, ben est-ce qu'on est capable de se donner un petit défi de les mettre un petit peu plus tôt? Fait que, tu sais, ça reste qu'il y a plein de stratégies aussi comportementales qu'on peut mettre en place des fois quand on a des enfants qui on voit qu'ils sont capables de les tolérer à un certain point. Donc, tu sais, ça dépend. Les enfants qui seront jamais capables de les porter, ah ben là, on n'est peut-être pas rendu à dire qu'on va aller essayer avec du renforcement d'augmenter le moment. Mais quand on voit que, hop, OK, on a une petite porte ouverte parce qu'ils les acceptent à un certain moment, ben, est-ce qu'on peut voir à essayer de dire, OK, bon, ben là, on va les mettre dans l'auto, de les mettre à l'intérieur. Fait que, tu sais, de voir est-ce qu'on peut donner un petit défi à l'enfant. Tu sais, les enfants, ils sont quand même... des fois, ils sont motivés aussi par ces défis-là. Là. J'avais un enfant là, que j'accompagnais, là, lui, là, la musique, là, l'éducatrice du service de garde avait tout retiré les instruments de musique. Il n'y avait eu aucun instrument de musique. Là, elle trouvait ça comme un peu dommage. Fait que là, finalement, elle les a comme graduellement réintégrés, mais vraiment très graduellement. Puis cet enfant-là, il ne participait pas aux activités musicales, de chansons, tout ça. Tu sais, ça a pris quasiment 1 an, mais à la fin, il a été capable de chanter la chanson de fin d'année avec le groupe. Fait que, tu sais, il a été capable de progresser, mais tu sais, c'est de voir un peu toutes les petites étapes qu'on peut amener, les petits changements. Fait que, tu sais, au début, ça a juste été de rentrer les instruments dans le local. Puis après ça, ça a été de lui proposer de faire une activité un peu à l'écart pendant que les enfants jouaient. Puis, tu sais, progressivement, de vraiment... Mais tu sais, c'est vraiment d'aller micro-graduer cette progression-là pour pas trop brusquer, parce que si on le brusque, ben là, l'enfant, il va se braquer encore plus. Donc, c'est vraiment super important à considérer. Là. Puis on répond quoi, mettons, à une éducatrice ou à un enseignant ou même à un parent qui va dire « Ouais, mais il doit s'adapter, il vit dans un groupe. » Et là, ces sensibilités sensorielles font en sorte que ça prive le reste du groupe ou ça dérange la routine du reste du groupe. Est-ce que tu as une...
Ben, tu sais, je pense que ça vient un peu rejoindre un peu le projet des écoles neuro-inclusives, là, parce que je pense que d'avoir une vision un peu plus macro à l'intérieur de la classe, à l'intérieur de l'école, que, ben oui, il y a peut-être lui que ça dérange visiblement, mais il y en a peut-être quelques autres que ça dérange aussi, puis que même s'ils ne manifestent pas leur inconfort sur le champ, ça va peut-être faire qu'ils vont être moins disponibles ou moins... Fait que, tu sais, c'est vraiment important de considérer ça. Fait que de l'amener sous cette lunette-là, ça peut être une bonne porte d'entrée à dire, ben OK, peut-être que lui, il est un petit peu plus réactif, de manière active à ce contexte-là qui est bruyant, qui est... mais, tu sais, il y en a peut-être quelques-uns aussi que, ben là, le reste de leur journée va être impacté parce qu'ils vont avoir fait l'effort de participer malgré la stimulation qui était désagréable. Fait que, tu sais, c'est tout ça qui peut être... parce que c'est clair, là, tu sais, je vous l'ai dit, 50%, là, c'est beaucoup. Mais il y en a beaucoup qui vont aussi garder ça en dedans, qui vont faire leur journée au complet, mais quand ils vont arriver à la maison, par exemple, ça va exploser. Fait que, tu sais, ça arrive aussi très, très, très souvent, là. Les enfants qui vont être très, tu sais, qui vont avoir plusieurs qui vont se conformer à la maison, puis tout ça. À l'école, OK, ils vont tout garder en dedans, ils vont participer à ce qui est attendu, mais quand ça va arriver à la maison, ça va être difficile. Fait que... Et ça, c'est une notion qui est vraiment super importante parce que souvent, ce que ça crée, ben, il peut y avoir le jugement. Les éducatrices, les profs vont faire comme, ben là, c'est parce que c'est le parent qui ne l'encadre pas assez, alors que c'est pas le cas. Puis là, le parent, ben, tu sais, le sentiment de culpabilité qui vient avec les ovaires, c'est comme, ben, c'est moi qui n'ai pas de bonne mère, c'est moi qui n'ai pas correct, je suis pas capable de le gérer, qu'est-ce que je fais de tout croche? Alors que, dans le fond, la solution est à longueur de journée. Elle n'est pas juste le soir à la maison, c'est moi qui dois intervenir. T'sais. Ben oui, clairement. On est très bonnes, les mères, pour se remettre en question puis se culpabiliser. Puis, tu sais, ça va un peu aussi avec la collaboration, hein. Tu sais, toute la collaboration avec l'équipe école. Moi, souvent, j'ai un petit sourire quand les profs, les directions, ils disent « Ah, on va collaborer ensemble cette année. » Ouais, mais c'est quoi collaborer? Est-ce que c'est faire ce qui est attendu de moi par l'école ou c'est vraiment qu'on se fixe ensemble un objectif puis qu'on travaille ensemble à l'atteinte de ces objectifs-là? Fait que, tu sais, il faut vraiment essayer d'instaurer cette collaboration-là avec l'équipe école, de dire, OK, ben oui, tu sais, vous avez des attentes, je les comprends de l'école, mais moi, comme parent, j'ai aussi ma réalité, puis je veux qu'on travaille ensemble pour accompagner l'enfant, parce que ça reste que s'il explose le soir à l'école, à la maison, il n'est pas nécessairement réceptif pour faire ses devoirs. Il a aussi vécu quand même quelque chose dans la journée qui était inconfortable. Fait qu'il faut le considérer, puis le travailler ensemble, puis vraiment bien cadrer. Sur quoi là, on collabore? C'est quoi notre objectif? On collabore à quoi ensemble dans la même direction? Je pense que c'est aussi super important. Là. Puis, tu sais, dans ces situations-là où l'enfant explose le soir, ben, tu sais, il y a vraiment une belle porte à la collaboration, à dire, OK, bon, ben là, c'est quoi qui le rend inconfortable, puis comment qu'on peut travailler ensemble pour que ben, toute sa journée soit agréable, puis qu'il n'y ait pas besoin d'accumuler ça pour que son retour à la maison soit difficile. Là. Bien, justement, si on parle d'école neuro-inclusive, comment on peut mettre... Mettons, moi, je suis prof, là, puis je t'écoute, là. Qu'est-ce que je peux mettre en place dans ma classe ou même comme direction d'école? Tu sais, tantôt, tu parlais de la vision plus macro au niveau de l'école. Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour des enfants pour avoir une école plus neuro-inclusive? Bien, le projet d'école neuro-inclusive est vraiment parti. Ça fait un projet qui dure depuis longtemps, qui est dirigé par Marie Grandisson, qui est professeure à l'Université Laval. Donc, c'est un projet qui est parti vraiment, qui est vraiment parti des besoins des équipes écoles à soutenir les élèves autistes. Mais après ça, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que les besoins des élèves autistes, ben, c'est le besoin de plein d'élèves qui ont des besoins de soutien particuliers ou non. Ils n'ont pas nécessairement un code rattaché, mais ça va répondre. Fait que d'aller amener des petites adaptations pour répondre à cet élève-là, ben ça avait des effets sur toute la classe. Fait que, tu sais, ça a vraiment été co-développé comme ça avec les équipes écoles. Il y a eu un projet pilote. Fait que, tu sais, c'est un projet qui prend vraiment de l'ampleur. Là. Il y en a plusieurs ergothérapeutes à travers la province aussi qui ont été formés. Donc, ça amène un peu la lunette ergo à dire, OK, ben bon, mon environnement de mon école, à quel point elle prend en compte les besoins. Puis, faut pas juste dire, OK, bon, ben...
c'est pas juste au niveau sensoriel. Ouais. Oui, il y a les besoins sensoriels, mais il y a tout le besoin de structure, le besoin... Fait que de vraiment voir en général qu'est-ce qu'on peut faire. Fait que, oui, il y a l'aspect de l'environnement physique, de dire, OK, bon, ben, qu'est-ce que je peux mettre dans mon environnement, dans ma routine, mais aussi au niveau de l'équipe. Comment l'équipe peut travailler ensemble puis cibler ensemble des besoins qui sont prioritaires. Puis c'est là où c'est vraiment gagnant parce que ça amène la collaboration à l'intérieur de l'école à dire, OK, bon, ben là, on regarde notre école, là, c'est quoi les besoins de notre école qui sont prioritaires? Puis je vous dirais, tu sais, il n'y a pas une école qui va avoir la même priorité. Okay. Puis ça, c'est intéressant parce que, dans le fond, chaque école est unique, chaque école a son contexte, chaque équipe a aussi ses alliés aussi à l'intérieur de l'école. Hein, on l'a dit, il n'y a pas nécessairement toujours d'ergo, toujours de professionnels qui sont là de manière... Mais moi, elle est là ma question parce qu'on s'entend. Moi, je suis orthopédagogue. J'ai travaillé dans les milieux scolaires pendant de nombreuses années. J'accompagne maintenant les familles. Il n'y en a pas de ressources. Tu sais, j'entends là, tout ce que tu me dis, mais concrètement, dans les classes, là, on coupe tous les services. Comment qu'on fait pour travailler en équipe alors que le 3/4 de l'équipe n'est plus là? Mm-hmm. Bien, c'est sûr que c'est un enjeu, puis je pense que c'est un peu le but des écoles neuro-inclusives, c'est en fait que ce soit un projet qui est porté par l'école, fait qu'il n'est pas porté nécessairement par les professionnels. Fait que c'est comme si l'équipe école se dit, OK, ben là, nous, là, par exemple, on a plusieurs enfants qui font partie de la neurodivergence, on veut répondre à leurs besoins. C'est quoi qu'on identifie comme leurs besoins principaux? Puis il y a vraiment une analyse de besoins qui est faite pour dire, parce que c'est sûr que si on regarde là, la montagne, là, on n'y arrivera jamais. On peut pas aller voir les besoins individuels de chacun. Fait qu'il faut se dire, OK, bon, ben, quand on regarde là, notre école, ce serait quoi notre priorité? Puis c'est comme ça qu'on se mobilise puis qu'on met des choses en action. Tu sais, je pense que c'est ça qui est un peu le piège, c'est de voir le défi comme un peu trop gros puis de dire, bon, ben... On n'y arrivera pas. Fait que... ça sert à rien de commencer. C'est ça. Fait que, tu sais, il y a des écoles, par exemple, qui se sont dit, OK, bon, ben, c'est vraiment la transition qui est le moment charnière puis qui est difficile pour les élèves. Bon, ben, là, il y a du bruit, hein, les vestiaires, là, se changer entre les récréations. Ouais. Fait que, bon, ben, ils ont juste changé un petit peu là, l'horaire, la séquence auquel les groupes sortaient dehors. Fait que, tu sais, juste de dire, OK, bon, ben, il n'y a pas tout le monde en même temps. Ouais. Au niveau de la circulation aussi, d'avoir des zones silencieuses, mais des zones où ils pouvaient parler, fait que, tu sais, d'amener un peu cette... Fait que, tu sais, il y a plein de manières de le voir, mais c'est vraiment... Tu sais, il n'y a pas un guide parce que c'est vraiment des projets qui sont portés par l'école puis qui vont aller vraiment identifier par eux-mêmes les stratégies qu'ils veulent mettre en place en considérant les différentes caractéristiques de l'école neuro-inclusive. Fait que, tu sais, c'est bon d'aller se former, d'aller chercher plein d'informations. Après ça, c'est comment je les mets en place, là. Puis c'est quoi mon besoin principal? Je pense que, tu sais, c'est vraiment ça qui est la priorité. Puis, tu sais, chaque petit pas qu'on fait, ben c'est gagnant, là. Mm-hmm. Fait que dans le fond, vous arrivez, mettons, dans une école qui a demandé vos services ou qui a demandé de faire partie du projet de recherche? Ben, en fait, on est plus allé recruter, là, dans le dernier projet qu'on a fait, on est vraiment plus allé recruter les ergothérapeutes qui étaient formés et intéressés là, à le mettre en place. Fait qu'on est parti d'écoles où il y avait déjà des ergos en place, qui étaient là un peu comme pour piloter le projet, mais il y a vraiment une visée de le rendre aussi un petit peu plus interdisciplinaire, donc qu'il n'y ait pas nécessairement une ergo là, qui ait besoin de le porter. Puis ça reste que l'ergo est là pour initier le projet, elle est là pour guider un peu là, les étapes du projet, comme un peu de la méthode, si on veut. Mais après, l'école, elle est outillée pour poursuivre, en ce sens où elle a les outils pour continuer. Souvent, ça amène une belle mobilisation. On voit les réussites. Dans le projet pilote qui a été fait l'an dernier, dans la dernière année scolaire, c'était un projet qui était documenté par des photos. Okay. Donc, les milieux prenaient en photo les stratégies qui étaient gagnantes. Donc, de voir, OK, ben comment on a réussi à mettre en place des solutions gagnantes. Donc, c'était très concret pour les milieux de voir, hey, ben on a mis ça en place là, dans notre année. Fait que ça les motive à continuer aussi. Fait que c'est comme si après ça, la mobilisation, c'est plus facile de le laisser se porter, bien que, tu sais, c'est sûr que l'œil ergo, l'œil professionnel, ben ça fait partie de l'équipe. Fait qu'on veut pas nécessairement que l'ergo soit, dise quoi faire, en fait. Là. C'est vraiment pas ça. Là. C'est pas elle qui donne les recommandations. Fait que c'est vraiment de travailler en équipe. Fait que l'ergo est vraiment là juste pour guider
guider l'équipe école, mais après ça, l'équipe école est autonome, puis ils n'ont pas besoin d'avoir l'ergo à 100%. Puis il y a eu beaucoup de collaboration aussi avec les autres professionnels là, qui étaient assis autour de la table pour réfléchir aux stratégies, pour mettre en place certaines actions. Fait que... Est-ce que dans le projet, il y a des formations, par exemple, sur certaines notions de base? Bien, c'est vraiment à la discrétion, je dirais, du milieu. Si le milieu a besoin d'être formé, il demande d'avoir cette connaissance-là, mais on axe vraiment plus sur la mise en action, puis plus le coaching, l'accompagnement, fait que de dire, OK, bon, ben par exemple, l'enseignante dans sa classe, elle remarque, par exemple, que les élèves sont tout le temps dérangés, je sais pas, moi, par un bruit à l'extérieur. OK, bon, ben... Par les cloches. Ouais, quelque chose. Fait qu'il y a quelque chose qui est dérangeant. OK, bon, ben, on va s'asseoir avec l'enseignante, puis bon, ben, comment tu perçois ça? T'as-tu déjà essayé quelque chose? Fait que souvent, l'ergo n'arrivera pas avec une stratégie toute faite ou une notion toute faite. Elle va vraiment accompagner l'enseignante à dire, OK, ben, tu sais, qu'est-ce qui serait réaliste là, dans ce contexte-là? Puis qu'est-ce qui... est-ce que quand les cloches sonnent, coudonc, c'est l'heure de notre pause active, puis après ça, on se rassoit parce que de toute façon, ça sert à rien. Fait que, tu sais, ça pourrait être n'importe quoi à dire, on repositionne comment la classe est disposée. Fait que, tu sais, ça pourrait être la stratégie vraiment selon ce que l'enseignante veut. C'est des stratégies variées. Exact. C'est ça, OK. Si on regarde les grandes lignes d'une école neuro-inclusive qui serait bénéfique, est-ce qu'il y a quelques grandes lignes, même si on n'a pas de recette parce que c'est de l'accompagnement, mais des conseils, tu sais, de certains profs, entre autres les transitions, on le sait, là, c'est difficile, c'est ce qui revient souvent. Tu sais, au niveau aussi, le bruit, fait que, tu sais, il y a beaucoup de ça. Bon, les enfants qui ne veulent pas sortir dehors. Parce que ça aussi, tu sais, fait qu'on est-tu dans « je veux pas m'habiller », on est-tu « il fait frais dehors », on est-tu dans « me remettre en Juste action ». la chaise. Ben oui, c'est Juste ça. la chaise. C'est un défi, je veux dire. Ouais, ben oui, c'est ça. C'en est un pour moi actuellement. Ouais. Est-ce que vous me voyez depuis tantôt? Ben, entre autres, les classes flexibles aussi, Ouais. là, tu sais, parce que c'est ça, il y en a que c'est comme, faut que tu sois sur ta chaise, tu sais, ta petite chaise droite, il y en a d'autres, tu sais, il y a plus de flexibilité, justement, là. Oui, bien, en fait, tu sais, le modèle de l'école neuro-inclusive là, a été vraiment bien documenté et bien illustré aussi. Là. On dirait que j'aurais dû m'amener parce que là, je vais en oublier, c'est sûr. Mais il y a vraiment l'aspect d'avoir, ben oui, l'environnement qui n'est pas trop surchargé en stimulation, mais non plus pas trop neutre. Fait qu'il faut quand même qu'on ait des stimulations dans l'environnement pour que l'enfant puisse être concentré. Fait que, tu sais, il y a tout l'aspect sensoriel qui est là. Il y a l'aspect structure, routine, tu sais, à dire est-ce que, ben, il y a suffisamment de repères dans l'environnement pour que les élèves puissent savoir comment se repérer dans la routine, mais aussi des fois dans l'espace, des fois juste d'avoir des flèches au sol à dire OK, ben, on circule du bon côté. Tu sais, des fois, il y a plein de petits éléments qu'on peut amener qui vont aussi structurer. Il y a tout l'aspect aussi au niveau de l'environnement, de la sensibilisation, donc sensibiliser à la différence puis aux besoins individuels de chacun, fait que d'avoir, tant au niveau de l'équipe école, mais aussi des pairs, des fois, là, d'avoir des pairs qui sont sensibilisés aux besoins que toi, tu as besoin de ça, mais moi, non, là. Fait que, tu sais, des fois, quand on pense des fois aux coquilles ou tout ça, tu sais, des fois où ça peut avoir l'air un peu... Ben, tu sais, toi, tu as besoin de lunettes, mais cet élève-là, lui, il a besoin de ses coquilles pour faire son examen. Fait que, tu sais, d'amener cette vision-là très ouverte, en fait, à la différence puis aux besoins différents de chacun. Fait que ça, je pense que c'est des caractéristiques qui sont quand même essentielles. Là, Parce qu'en tout cas, moi, ce que j'entends souvent, c'est ouais, OK, oui, j'en ai, mettons, des objets de manipulation dans la classe ou des bancs oscillants mais c'est un tirage. OK. Ouais. Fait que là, on n'est pas vraiment centré sur le besoin. Fait que, tu sais, c'est ça. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup de matériel, tu sais, sensoriel dans les classes, mais c'est comme s'il manque le bout. Ouais, mais à quoi ça sert? Un banc oscillant, ça sert à quoi? À qui et quand? C'est pas vrai que ça va être bon pour tout le monde puis tous les enfants. Là, non, exact. Il y en a qui vont être déconcentrés. Complètement. Au contraire, c'est ça. Puis oui, effectivement, puis je me rappelle d'être allée observer dans une classe un jour, puis c'était comme la période de lecture, puis il y avait le gros bac de coquilles, puis c'était comme, OK, tout le monde va se chercher une paire de coquilles.
J'étais comme, OK, mais tu sais, ça se Mais peut qu'il y en ait qui les tolèrent pas bien sur c'est leurs ça. oreilles, que ça les rende Un justement. petit écho quand on écoute C'est là-dedans. ça, exact, c'est ça. Fait qu'il faut, c'est vraiment important, là. Je pense que justement, ces outils-là sont comme devenus un peu comme des solutions magiques, hein. C'est Ouais. comme je donne l'outil, puis alors que, tu sais, souvent, quand on va vraiment intervenir au niveau sensoriel, ça sera pas un équipement qu'on va mettre en place. Tu sais, ça va être plus une adaptation de la routine, de l'activité, de l'environnement. Fait que, tu sais, oui, ça peut être super, là, tout ce qui est classe flexible, tout ça, mais il faut penser à comment on l'utilise, comment on amène vraiment à l'enfant. Tu sais, des fois, dans des réunions, là, on est assis autour d'une table pendant 3-4 heures. Ben, des fois, il y en a qui se lèvent debout puis qui vont en arrière de la classe parce que ils ont besoin de... Parce que sinon, ils vont se mettre à cogner des clous. Mais c'est un peu la même chose avec nos élèves dans les classes. Des fois, il y en a qui sont comme rendus à un stade où, OK, est-ce qu'ils pourraient avoir un moment où, OK, là, on a fait notre petite période d'explication. OK, levez la main si vous sentez que vous vous endormez. OK, là, on va bouger ces élèves-là ou on va leur donner l'opportunité de choisir, en fait, qu'est-ce qui va... c'est sûr, c'est toujours à graduer selon l'âge de l'enfant, là, parce que c'est sûr que l'autonomie qu'on amène les enfants à avoir, mais il y a tout l'aspect que l'enfant aussi perçoive qu'il y a ce besoin-là. Fait que, ça, c'est sûr que c'est au niveau d'une classe, d'amener les enfants à vraiment dire, OK, moi, j'ai besoin de bouger, j'ai besoin de... comme adulte, on a cette capacité-là, mais les élèves, il faut vraiment les accompagner à bien identifier leurs besoins. Là. Et souvent, ils veulent pas être différents non plus. Oui. C'est ça. Oui, mais d'un autre côté, là, moi, j'ai plein d'enfants dans mes bureaux qui me disent, mais si j'étais avec des enfants juste comme moi, ça serait tellement plus simple. Tu sais, pourquoi l'inclusion à tout prix? Pourquoi on est rendu là à l'inclusion à tout prix? Là, c'est les profs qui deviennent surchargés avec toutes ces difficultés, ces troubles-là à s'adapter à tout ça, mais ils n'ont pas plus de services qui viennent avec, malheureusement. Fait que tout repose sur leurs épaules, on ne se le cachera pas. Puis je comprends, là, on veut pas mettre les enfants de côté, on veut pas qu'il y ait une étiquette et tout ça. Je comprends, j'entends tout ça, mais d'un autre côté, le réel besoin de l'enfant, généralement, et malheureusement, il n'est pas plus répondu dans ce qu'on fait actuellement. Fait, et où la ligne entre inclusion à tout prix ou on ressort les belles classes d'adaptation scolaire, puis quand on parle d'adaptation scolaire, là, je veux pas mettre nécessairement tous les enfants qui ont été... Non, c'est ça, tu sais, mais juste que ça va être plus facile à adapter nos adaptations face aux besoins qu'on a en classe avec des plus petits groupes. C'était ça le but initial de... Ben oui, je pense que c'est une bonne question. Puis je pense que l'inclusion n'empêche pas non plus le côté classe spécialisée qui va répondre aux besoins spécifiques de l'enfant. Puis je pense que le meilleur guide, justement, c'est le sentiment de l'enfant. Là. C'est le sentiment de l'enfant et qui se sent pas bien dans sa classe parce qu'il a l'impression d'être tout seul. Il y a quelque chose au niveau de l'inclusion qui est pas là. Des fois, les enfants sont pas nécessairement capables de percevoir qu'il y en a qui ont les mêmes besoins qu'eux. Fait que des fois, ça, c'est important de leur ouvrir les yeux sur le fait que les besoins sont différents puis que, en fait, dans une population, on a tous des besoins différents. On a tous des besoins différents. Fait que ça, je pense que c'est important de considérer. Mais dans le projet, on l'a fait aussi, l'école neuro-inclusive, mais avec une classe spécialisée. Fait que vraiment une classe spécialisée d'élèves autistes qui étaient vraiment dans leur monde. Là. Vraiment un secteur spécialisé de l'école qui était quasiment jamais en contact avec les élèves du régulier. Puis l'école, c'est incroyable ce qu'ils ont fait pour faire des activités qui combinaient les élèves des deux secteurs. Il y a eu vraiment des beaux rapprochements au niveau de d'être confronté à cette différence-là. Ça a vraiment amené une belle ouverture de la part des élèves que avant, c'était comme un peu négatif d'être dans cette section-là de l'école. Fait que, il faut voir aussi que l'école neuro-inclusive n'empêche pas de répondre aux besoins des enfants. Je pense que c'est ça, c'est ce qui est mis de l'avant, que parce que tu es en classe spécialisée, par exemple, tu dois être coupé de tout le reste du milieu. C'est pas ça le but d'avoir une classe spécialisée. Tu veux pas qu'ils vivent, eux, dans leur monde, puis de créer deux mondes dans la même école, dans le même environnement. C'est que, mettons, au quotidien, les besoins sont répondus au niveau des apprentissages et tout ça. Mais au niveau du social et tout, de les inclure dans les activités puis de faire en sorte que tout le monde soit ensemble. Se croisent à la récréation parce que le dîner. Si on les isole complètement, on les aide pas
à vivre dans la société par la suite, tu sais. Mais je pense que ça, c'est malheureusement quelque chose à démystifier, que c'est pas parce que tu es en classe spécialisée qu'il faut que tu sois complètement isolé. Puis c'est souvent qu'est-ce qui est mis en place dans les écoles, tu sais. Ah, ben les classes spécialisées sont dans le coin en haut à gauche, puis ils dînent dans leur classe, ils font tout dans leur classe, sont jamais inclus dans les activités. Puis eux autres, ils gèrent. Fait que t'as l'équipe adaptation scolaire, puis t'as le reste. Mais pourquoi? Pourquoi? Le but, c'est de répondre aux besoins spécifiques de l'enfant en classe, puis que les enseignements et tout ça soient adaptés à leur fonctionnement et à leurs besoins. Mais le reste de la vie, ils peuvent quand même aller jouer dehors avec les autres, puis ils peuvent quand même... Bon, c'est sûr que il y a des niveaux dans tout ça. Là. Mais puis il y a de l'accompagnement à faire. Puis, exactement, c'est ça. Mais je veux dire, il y a quelque chose à repenser là, dans notre système. S'il vous plaît, faites quelque chose. Puis, tu sais, dans tout cet accompagnement-là aussi, tu sais, moi, j'ai travaillé dans des CPE, mais dans le milieu scolaire aussi. Et ce qu'on entend souvent, là, à tort ou à raison, c'est, mettons, le milieu des CPE, on s'adapte aux besoins des enfants, alors que quand ils tombent dans le milieu scolaire, c'est l'enfant qui doit s'adapter au milieu. Fait que, tu sais, je trouvais ça intéressant tantôt quand tu parlais de la collaboration école-famille. Justement parce que les familles veulent que les besoins de leurs enfants soient répondus. Des fois, les parents passent pour des intenses. Puis, tu sais, c'est vrai aussi que l'école ne peut pas répondre à tous les besoins. Mais comment on fait pour travailler ensemble pour dire, tu sais, un peu ce qu'on a mis tantôt, de ne pas nuire au reste de la classe, mais qu'il y ait réponse à ses besoins. Fait que, comment on travaille la collaboration école-famille dans votre projet d'école neuro-inclusive? Ben oui, puis c'est un gros aspect. Je pense que les parents, on essaie de les amener de plus en plus à être partie prenante autour de la table de notre comité d'école inclusive. Okay. Et idéalement, on aurait un parent autour de la table qui serait là aussi pour amener les besoins. C'est pas facile parce que comme parents, on a des emplois du temps chargés. Fait que d'aller de donner de la disponibilité, des fois, ça va être difficile. Mais moi, ce que je trouve le plus... il y a eu des sondages qui ont été faits auprès des parents. Tu sais, je pense qu'il y a eu des consultations quand même qui ont été faites de manière réaliste dans notre dernier projet pilote qui amènent un peu là, la voix du parent dans les décisions qui sont prises. Mais je pense qu'il y a bien des parents qui ne se sentent pas légitimes non plus de nommer leurs besoins. Combien de parents j'ai accompagnés dans des rencontres d'école pour être assis là, puis j'avais juste l'impression d'être comme la canne qui faisait que le parent était capable de parler puis de nommer son besoin. Là. Il y a des parents qui se sentent très intimidés. Des fois, ils sont invités à s'asseoir avec l'équipe école. Il y a 8 personnes autour de la table. Puis là, OK, ben là, il faut qu'ils nomment leurs besoins à eux. Fait que, tu sais, il y a toute la préparation aussi du parent à dire, OK, ben là, on veut vraiment entendre vos besoins. Puis, tu sais, que ce soit nommé clairement, que le parent soit, tu sais, se sente à l'aise de nommer ce besoin-là. Je pense que, tu sais, c'est la première porte, là. C'est qu'on arrête de parler de collaboration, mais qu'on dise... On veut entendre votre besoin. Tu sais, qu'on la décrive un peu, cette collaboration-là. Là. J'ai travaillé avec dans un programme court en perfectionnement des compétences en milieu scolaire avec des professionnels. Puis, on a brainstormé à toute cette complexité-là de dire comment qu'on la décrit, cette collaboration-là avec les familles. Tu sais, le mot est grand, là, collaboration, là, mais tu sais, c'est quoi les besoins? C'est quoi notre objectif? C'est quoi que vous mettez en place à la maison? Puis c'est quoi qu'on met en place à l'école? Qu'on la décortique un petit peu plus là, pour vraiment arriver à quelque chose de concret. Parce que sinon, moi, collaboration, ben OK, je vais vérifier qu'il a fait ses devoirs le soir. Je vais m'assurer qu'il a son sac d'éduc. C'est quoi la collaboration qui est attendue, là? Mais puis la collaboration, dans ce que je vois souvent aussi, c'est tu dois faire ce que l'école demande de faire parce que si tu déroges de ça, t'es un mauvais parent ou tu veux juste défendre ton enfant ou ça aussi, on le voit souvent. Fait, ou tu arrives puis le plan d'intervention, il est déjà tout bâti. Fait, pour la collaboration, on repassera. Là, c'est comme, on a une demi-heure, on te lit le plan d'intervention, signe ça. Si t'es pas d'accord, on va juste nommer le parent n'est pas d'accord sur le plan d'intervention. Puis tu vas avoir un parent opposant. Fait que, tu sais... Ben oui, c'est clair. Puis, tu sais, pour favoriser, tu sais, les études, ce qu'ils disent, c'est que pour favoriser la collaboration, tu sais, c'est vraiment la communication bidirectionnelle. Fait que, tu sais, il faut que moi, comme parent, je me sente écoutée.
puis que À l'inverse, l'équipe école aussi se sent écoutée. Fait qu'il y a vraiment un partage d'informations des deux côtés, mais que tu as l'impression que l'information que tu partages comme parent, elle est valable, elle est écoutée, entendue. Mais il y a aussi de diversifier les modes de communication. Parce que, tu sais, on se le cachera pas, c'est difficile. Des fois, on dit, le parent, il répond pas ou il répond pas à mon courriel, il y a pas. Ben, peut-être que c'est pas le bon canal de communication avec ce parent-là. Fait que, tu sais, d'utiliser divers canaux de communication aussi, ça va être bon pour favoriser la collaboration. Fait que, tu sais, ça peut être 2 petites pistes là, qu'on pourrait amener pour dire comment on fait, mais vraiment la décrire, cette collaboration-là. Là. On s'attend à quoi? Là? Mais aussi penser au trauma des parents. T'sais, quand on est rendu à faire des plans d'intervention, à collaborer comme ça avec des parents, souvent, ils ont une expérience négative avec le milieu scolaire. Ils se font dire, t'es pas un bon parent parce que regarde comment ton enfant dégénère en classe. T'sais. Fait que des fois, juste le lien, il n'est pas là. Puis on demande aux parents de collaborer. Puis là, il n'y a pas trop d'écoute. Puis là, tout le monde est sur ses gardes. Fait que, tu sais, ce lien-là... Tu sais, ben oui, mais les parents, quand on en arrive avec un enfant qui dysfonctionne à l'école, les parents ont souvent mais c'est constant démunis comme parents, tu sais. Je veux dire, nous, on n'est pas dans la classe à longueur de journée pour observer qu'est-ce qui est fait par notre enfant, qu'est-ce qui est répondu ou pas par l'enseignant. Fait que, tu sais, nous, on reçoit les messages de l'enseignante. Après ça, toi, tu ramasses ton enfant en boule à la fin de la journée. Puis, t'es comme pogné là-dedans à dire, OK, mais c'est quoi la solution? Moi, si je suis pas là, moi, je peux pas aller gérer mon gars, là, ou ma fille, dans les milieux. Qu'est-ce qu'on fait concrètement, tu sais? Puis je pense que c'est un défi pour beaucoup de familles qui doivent tu sais, eux autres, ils disent ça comme ça, on se bat contre le système. Tu sais, c'est ce qu'on entend souvent, en fait, là. On se bat contre le système. Puis c'est une réalité qui est déplorable, en fait. Et à l'inverse, ce qu'on voit beaucoup sur les réseaux sociaux, par exemple, c'est des profs qui disent « Les parents n'arrêtent pas de vouloir venir gérer dans notre classe. » Fait que je pense que, c'est difficile, hein? La communication, la collaboration n'est pas évidente parce que chacun part de sa propre perception, sa propre vision. Exact. Puis oui, il y en a des parents qui exagèrent, mais il y en a qui connaissent bien leur enfant puis qui mériterait qu'on les écoute pour regarde, ça va te donner des pistes, toi, dans ton quotidien. Comme à l'inverse, il y a des enseignants exceptionnels qui répondent à ça automatiquement. J'ai une question, moi, pour toi. Quand, mettons, là, on sait, dans le système, s'il n'y a pas d'ergo dans le milieu puis qu'on n'a pas accès à ça, les parents vont avoir tendance à se revirer vers le privé. Ce serait quoi, mettons, les signes que les parents pourraient connaître ou voir, de dire, là, ce serait peut-être le temps de se revirer vers une ergo? Ben, c'est sûr que je pense que ça va être le sentiment du parent de dire ça marche vraiment pas dans mon quotidien, j'y arrive pas, puis je vois que tu sais, dans ma routine ça marche pas, j'ai besoin d'aide. Je pense que ça peut être la petite sonnette. Après ça, c'est de se dire OK, pourquoi ça fonctionne pas, hein? C'est quoi qui est le déclencheur? Fait que tu sais, souvent on va avoir des enfants qui vont venir consulter en ergo pour des besoins qui sont vraiment très, très, très variés. Hein, de dire, OK, là, la routine, elle ne fonctionne pas. Ils refusent de manger une variété d'aliments. La sélectivité alimentaire, ça va être beaucoup présent. Fait que les devoirs, ça va être compliqué de faire les devoirs. Fait que, tu sais, il y a plein de petits éléments qui pourraient amener à consulter. Fait que, tu sais, c'est difficile à dire comme on est vraiment comme dans une vision très holistique, très fonctionnel. Mais tu sais, je pense que c'est vraiment, là, quand on a une difficulté dans une activité précise, là, tu sais, comme je disais, le repas, par exemple, OK, là, tu sais, on voit que c'est vraiment ça, là, le nœud, l'ergo, elle va aller décortiquer cette activité-là du point de vue des capacités de l'enfant, des caractéristiques du repas qui est servi, comment ça se passe, c'est quoi l'environnement. Fait que, tu sais, ça peut être, je pense que c'est une bonne première piste là, de dire, OK, là, cette activité-là, c'est tout le temps difficile. Ouais. Et souvent, par rapport à la douance, par exemple, il y a très peu d'ergots qui connaissent cette particularité-là. Est-ce que toi, comme enseignante, ça s'en vient dans quelques générations ou on n'est pas encore tout à fait là? Parce que, tu sais, souvent, ergo, avec le TSA, on associe ça facilement parce que c'est ce qu'on voit dans par exemple, les CRDI, tout ça. Mais ergo et douance,
Ouais, c'est De cool. moins en moins, effectivement. Il y en a qui commencent à se spécialiser un petit peu avec la clientèle, mais tu sais, je pense que, puis c'est ce qu'on apprend à nos étudiants, c'est de voir vraiment le besoin, Mhm. puis de collaborer avec le milieu de l'enfant et l'enfant. Fait que de dire, OK, bon, ben, tu sais, c'est en fait, le Peu diagnostic, importe le c'est quoi diagnostic. l'étiquette? Ouais. C'est pas vraiment important Mhm. pour nous. C'est vraiment... Puis des fois, c'est un peu frustrant pour les étudiants au départ parce que là, eux, ils veulent tout savoir, les diagnostics. Mais en fait, nous, ce qu'on veut, c'est que peu importe l'enfant qui a un diagnostic ou non, qu'il soit capable de s'adapter aux besoins. Fait qu'on est beaucoup dans une approche qui est très collaborative aussi avec la famille, puis avec l'enfant, avec le milieu scolaire quand c'est le cas. Donc, d'avoir une compréhension, en fait, des caractéristiques de l'enfant. Tu sais, je pense que c'est important de dire qu'il n'y a pas un enfant doué ouais, qui va être qui va être pareil. pareil. Il n'y a pas un enfant Tout à autiste fait. qui va être pareil. Fait qu'il faut avoir aussi, tu sais, il ne faut pas trop étiqueter de dire, OK, bon, ben c'est un enfant doué, fait que c'est ça que je vais mettre en place. En fait, ça sera jamais ça. Fait qu'il faut avoir cette visée-là. Fait que je pense que tous les ergothérapeutes qui travaillent à l'enfance sont habilités à analyser justement les besoins des enfants doués. Puis je pense que ça va être d'écouter le parent, d'écouter l'enfant, de dire comment eux sentent, c'est quoi leurs besoins, puis c'est quoi les forces, puis les défis de leur enfant. Là. Parce que des fois, il y a quand même certaines petites particularités. Fait que je me dis, mettons, au niveau de l'autisme, là, si tu es ergo, tu connais pas du tout l'autisme, puis tu travailles avec un enfant, mais ça se peut qu'il y ait des choses plus fines qui passent sous la loupe un peu. C'était plus à ce niveau-là. Je suis d'accord de ne pas étiqueter. Par contre, il faut quand même connaître, connaître un peu là, tu sais, moi, par exemple, quand mettons, j'ai des gens dans mon bureau puis le prof dit qu'il était TDAH, OK, parfait. Et c'est sûr que moi, mon analyse, ça va être bien, les comportements que l'enfant a. Moi, je me garde un spectre ouvert de dire, bien, ça peut être du TDAH, ça peut être du TSA, ça peut être de la douance, ça peut être de l'anxiété, ça peut être... Fait que, tu sais, de se garder une grande porte ouverte. Ben, en fait, je pense que c'est ça qui est peut-être un petit peu le piège, c'est d'avoir une idée préconçue, de dire, OK, bon, ben cet enfant-là que je vais voir, il y a une douance, ben je m'attends à ce que ce soit comme ça, alors que ça sera pas ça. Fait que, tu sais, c'est ça aussi d'avoir comme un peu l'idée préconçue d'un enfant autiste, ça fonctionne comme ça, un enfant doué, ça fonctionne comme ça. Fait que d'avoir cette ouverture-là, puis de comprendre aussi, puis d'amener, de comprendre le vécu, puis ben, pourquoi ça fonctionne pas, en fait. Là. Le temps est déjà, déjà terminé. Y a-tu un message que tu aimerais que les gens comprennent à travers ce podcast-là? Autant les parents que les écoles, que les ergos, ou les futurs ergos. C'est une grosse question. Oui, j'avais pas été préparée à ça. Là. C'est comme l'effet surprise de la fin. Ben, je pense que, tu sais, à travers tout ce qu'on a parlé de l'ouverture, l'écoute, je pense que c'est ça qui ressort là, vraiment en lien avec tout comment on peut amener la collaboration, d'être à l'écoute des besoins des élèves, de comprendre que les besoins sont diversifiés pour tout le monde, puis que l'équipe, d'amener la communication vraiment fluide entre les parents, l'équipe école, les élèves, je pense que ça va être vraiment ça qui va être gagnant. Super. Et on va souhaiter que tu continues longtemps ton travail de nous former des ergothérapeutes et le projet de recherche aussi qui est super intéressant. S'il y a des écoles qui sont intéressées par votre projet, comment ils entrent en communication avec vous? Ben, en fait, l'idéal, ça va être de communiquer là, avec la chercheuse principale qui est Marie Grandisson, mais sur le site de Laboratoire Communauté Inclusive, fait que le site communautéinclusive.com, sans accent, il y a vraiment là, tout le descriptif du projet, puis avec des outils qui ont été développés, là, fait qu'on est vraiment plus à vouloir diffuser la bonne nouvelle. Fait que, en allant sur le site de Communauté Inclusive, ça va être là où toutes les informations du projet, là, puis les contacts avec Marie vont être possibles de faire. Et sur ce site-là, est-ce qu'il y a des petits outils ou des informations que par exemple, les profs, les parents peuvent aller lire pour se donner une idée, avoir de l'information? Oui, tout à fait. Il y a comme pour commencer, là, quand on disait analyse de besoins, il y a certains documents, il y a des guides aussi qui ont été faits, fait qu'il y a plein de petits outils là, pratico-pratiques. Génial. Oui, fait qu'on va aller visiter ce site-là. Tout à fait. Tout à fait. Donc, merci de ta présence pour démystifier un peu tout ça. Ça a été une rencontre vraiment enrichissante. Oui, vraiment. Merci à vous de m'avoir reçu. Merci.